média débat. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme du Studio Kalangou, Studio Tamani et Studio Yafa, tous des médias de la Fondation Hirondelle au Niger, au Mali et au Burkina Faso. Bienvenue dans cette émission, une coproduction de ces trois médias réalisés à Maradi, au Niger. Le thème de notre rendez-vous d'aujourd'hui porte sur le pastoralisme dans l'espace Alliance des États du Sahel, AES. Quelle politique pour une libre circulation des animaux? Avec nos invités, nous allons chercher à comprendre à travers des analyses la situation du pastoralisme dans les pays du Sahel, mais aussi espérer obtenir des recommandations pour une meilleure circulation des animaux au sein de cet espace. Pour ce faire, nous avons le plaisir de recevoir El Hadj Hassan Baka, administrateur de la base de l'Association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Rennes, Maradi et Zander. Bonsoir, El Hadj Baka. Bonsoir. Professeur Bodé Sambo, enseignant-chercheur à l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Docteur Dotia Omar, vous êtes expert en santé animale. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Et El Hadj Jafarou Amadou, lead de la chaîne de valeur Petit Ruminant. Bonsoir, El Hadj Jafarou. Bonsoir. À la modération, je suis Mokhtar Hamadou du studio Kalangou. Alors, dans cette première partie, avant de rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de pastoralisme dans l'espace AES, Alliance des États du Sahel, à quoi fait-on référence, professeur Bodisambo? Le pastoralisme, en fait, une définition très simple, c'est un système de production du bétail extensif, un système extensif sur du pâturage naturel, très simplement, mais qui nécessite à la fois... Donc, selon professeur, selon vous, y a-t-il une nuance entre le pastoralisme et l'élevage? Il y a une nuance, mais il y a une combinaison aussi de définitions. L'élevage englobe tout ce qui est production du animal, mais à l'intérieur de l'élevage, vous avez un système mobile de production et qui est le pastoralisme. Donc le pastoralisme nécessite la mobilité du bétail et des éleveurs. En un mot, la transhumance. Y compris la transhumance et le nomadisme. Donc le système mobile des éleveurs. Et maintenant, à l'intérieur, vous avez la transhumance qui nécessite d'aller d'un point A à un point B, mais avec le retour au point A en fonction des saisons. À l'intérieur ou au-delà des frontières? Ça peut être à l'intérieur d'un pays, ça peut être au-delà des frontières, ça peut être transfrontalier. Donc, dans nos systèmes, vous avez une transhumance interne, donc à l'intérieur d'un pays, et une transhumance transfrontalière parce que en matière de transhumance, les frontières sont presque inexistantes. Maintenant, l'élevage, c'est tout ce que je disais qui englobe la production animale, mais qui peut ne pas nécessiter un déplacement. Merci beaucoup au professeur Bodé Sambo. Le décor est ainsi planté. Je vous invite à suivre cette réaction du président de la filière bétail à viande du Mali sur le pastoralisme et les difficultés que rencontrent les acteurs. Il est au micro de Lalla Touré du studio Tamani. Nous approvisionnons le marché régional sans problème et les défis que nous rencontrons actuellement en tant que filière bétail-viande dans le contexte d'insécurité, c'est surtout aujourd'hui le mouvement des éleveurs parce qu'il y a une grande confusion entre les bergers et les terroristes. À ce niveau, nous avons rencontré beaucoup d'éleveurs qui ont été tués, beaucoup d'animaux qui sont perdus. La plupart de nos membres sont des opérateurs informels. Là, ils souffrent beaucoup des tracasseries administratives. Parfois, ils sont pris comme des gens qui veulent faire l'exportation illicite. Les amendes sont très élevées parce qu'on arrive jusqu'à prendre 1 million, 2 millions avec un commerçant. Là, en termes de propositions, nous souhaitons vraiment exporter
la viande et non le bétail sur pied. Cela permettra au Mali de profiter de son bétail. Nous allons à présent revenir dans ce studio avec El Hadj Hassan Baka. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces difficultés et les défis rencontrés par vos frères du Mali? Du Niger. Oui, tout à fait. Nous nous retrouvons parfaitement dans ces défis qui sont la résultante de la dégradation de la situation sécuritaire dans nos trois pays. Il est tout à fait normal que le phénomène de violence, de stigmatisation, amène cette confusion dont mon frère du Mali vient de faire cas. Effectivement, nous faisons face aussi à ces grands défis-là liés à l'insécurité dans l'espace AES en matière de crise pastorale. El Hadj Hassan Baka, que peut-on retenir au sujet du pastoralisme et de l'élevage ici au Niger? Nous pouvons retenir que le pastoralisme et l'élevage, c'est un mode de production essentiel et fondamental pour l'économie du Niger. L'élevage et le pastoralisme occupent 40% du PIB agricole et 13% du PIB national. Donc ce n'est pas rien, c'est beaucoup. C'est le deuxième produit d'exportation après l'uranium au Niger. Donc l'élevage joue un rôle extrêmement important dans l'économie nigérienne. Malheureusement, la conjugaison de plusieurs facteurs font aujourd'hui que l'élevage est dans une situation très critique. Je vais citer juste le facteur climatique. Les effets des changements climatiques ont mis aujourd'hui à nu certains espaces pastoraux. Jadis réputés garder les animaux pendant plusieurs mois. Aujourd'hui, ces espaces sont dénudés. Ils ne sont que des glacis. Il y a aussi le phénomène de l'accaparement des terres pastorales. Il y a le phénomène de l'accaparement, il y a le phénomène des feux de brousse, mais il y a bien plus, il y a l'insécurité. Il y a le kidnapping des éleveurs, il y a le vol de bétail. Tous ces facteurs-là ont eu raison aujourd'hui de cette relative stabilité d'antan que nous connaissons et qui ont fait la fierté des pays du Sahel, en particulier le Niger, avec une économie pastorale très développée. Vous avez pensé à des alternatives? Oui, nous avons pensé à beaucoup d'alternatives, comme les États aussi sont en train de penser à beaucoup d'alternatives. Je fais référence à l'AES, qui est déjà une construction politique, dont nous avons espoir qu'elle sera aussi une construction économique, une construction sociale, une construction culturelle. À partir de ce moment, l'élevage, donc le pastoralisme, est un mode de production intégrateur. Aujourd'hui, dans l'espace AES, le seul mode de production intégrateur, c'est le pastoralisme. El Hadj Hassan Baka, quelle est la situation de la transhumance au Niger, au Mali et au Burkina Faso? Bon, je veux parler juste de la transhumance transfrontalière avec le Burkina, que je connais très bien, un peu aussi avec le Mali. Vous êtes ici aussi à Maradi, vous connaissez la transhumance avec le Nigeria? Avec le Nigeria. La transhumance, en tout cas, a pris des coups importants. Les anciens corridors que nous connaissons ne sont plus utilisés aujourd'hui du fait de l'insécurité. Ce qui fait que c'est une transhumance en débandade. C'est le sauve qui peut. Mais malheureusement, les éleveurs sont obligés, en tout cas, de transhumer. Ils sont obligés d'être mobiles, sinon il n'y a pas ce mode de production. Quel que soit le degré d'insécurité, ils sont prêts à sacrifier leur vie et à être mobiles. Et dans ce cas, donc, nous, au Niger, particulièrement à Maradi, nous avons engagé la coopération transfrontalière. Nous faisons face à l'insécurité au Nigeria et au Niger. Nous avons signé un accord bilatéral avec le Nigeria qui nous permet d'organiser les transhumances, de les accompagner et de réglementer les zones d'accueil au niveau du Nigeria. En tout cas, de les accueillir, de leur faciliter beaucoup de choses en matière de vaccination, en matière d'intrants, etc. Dans cet accord, est-ce que la sécurité des pasteurs et leurs cheptels sont garanties? Tout à fait. La sécurité elle est prise en compte dans cet accord parce que cet accord, les services de sécurité, les FDS sont partie intégrante de cet accord et que nous pouvons les saisir à chaque fois que de besoin pour intervenir s'il y a des problèmes d'insécurité sur les corridors. Merci beaucoup, El Hadj Hassan Baka.
Professeur Bodé-Sambo, y a-t-il une synergie d'action entre les États de l'Alliance des États du Sahel en matière d'élevage et de pastoralisme? Effectivement, il y a toujours une synergie, il y a des convergences des points de vue. Vous savez, les États du Sahel, l'AES, vous avez un programme qu'on appelle le programme Litako Gourma, qui existait il y a longtemps, et puis qui a vu le jour avec des projets structurants, intégrateurs, et qui ont permis de faire des actions et des activités au niveau de ces 3 pays. Et déjà, donc, on a une structuration de ces États et dont un projet élevage et qui a permis donc de faire des infrastructures au niveau du Liptako Gourma. Et aussi, il y a les stratégies des éleveurs eux-mêmes. Parce que, vous savez, les éleveurs, ils sont très structurés sur l'organisation sociale de la mobilité, notamment avec leurs leaders qu'on appelle les garçons, les Ruga, et qui ont des correspondants de part et d'autre, et qui permet ce passage. Vous avez aussi, dans un cadre plus large, la décision ADEC, la CEDEAO, qui existait avec le certificat international de transhumance et qui permettait une mobilité transfrontalière au niveau de ces États. C'est quelque chose d'important qu'on peut réactualiser au niveau des États de l'AES et voir comment, de manière compétitive, et aussi négocier avec maintenant CEDEAO. Donc c'est des choses qu'il faut envisager. Merci beaucoup au professeur Bodé-Sambo. Docteur Dotia Omar, vous êtes expert en santé animale. Quelle est la situation de la santé animale du cheptel au sein des pays de l'AES, le Niger, le Mali et le Burkina Faso? Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Donc avant de répondre à votre question, faisons d'abord un rappel. Parce que quand on parle de pastoralisme, on dit pasteur, donc ça veut dire la mobilité. Et tant qu'il y a mobilité, il y a mouvement des animaux. Et tant qu'il y a mouvement des animaux, il y a un brassage et il y a diffusion de certaines pathologies. Donc ce qui fait qu'au niveau de la transhumance, il y a souvent cette contamination entre les différents animaux, surtout si d'un côté, il n'y a pas eu de vaccination. Maintenant, pour ce qui est de la situation, globalement, je dirais que c'est satisfaisant. Du fait que... C'est satisfaisant ou au Niger, ou bien au Mali, ou dans tous ces États? Dans les 3 États. Du fait que les 3 pays ont harmonisé leur période de vaccination. Et c'est des vaccinations qui durent de novembre à mars. Et souvent, il y a un rappel à partir du mois de juin. Donc, ce qui fait que tous ces 3 pays vaccinent en même temps contre la la péripneumonie contagieuse bovine, PPCB, les PPR, peste des petits ruminants. Nous avons la passerellose et la passerellose et caméline aussi. Mais sauf que au niveau des 3 pays, nous avons une petite disparité. La PPR, elle est gratuite au niveau des 3 pays. Mais au Niger, toutes les autres maladies, la PPCB, la passerellose caméline, est prise en charge par l'État. Ce qui fait que les autres pays, souvent, il n'y a pas cet engouement, comme il n'y a pas cet aspect de gratuité, qui fait que souvent, ça met en risque aussi les animaux, par exemple, du Niger lors de la transhumance. Mais sinon, globalement, la situation est stable. Merci beaucoup, docteur. Eladji Jafarou Amadou, quel est l'apport des petits ruminants dans l'économie de l'élevage et du pastoralisme? Merci, Mokhtar. L'apport des petits ruminants, il faut juste dire que les petits ruminants aussi font partie des animaux qui sont considérés dans la mobilité ou dans le pastoralisme. Donc, les petits ruminants, comme toutes les autres espèces, contribuent aussi au développement de l'élevage et à l'éleveur
de manière générale. Est-ce que les éleveurs ici au Niger, tout comme dans les autres pays, ont accès au fourrage, au pâturage et aux aliments bétail? Oui, bien sûr. Au Niger, il faut noter qu'il y a les textes qui sont là, clairs, et il y a plusieurs modes de production. Il y a le système intensif, où c'est une stabulation entravée, il y a le sémi et le système pastoral. Ça veut dire quoi tout ça là? C'est-à-dire, quand vous prenez les modes de production ici, il y a ceux qui peuvent alimenter leurs animaux sur place, le système intensif, où tout est amené à distribution à l'auge et l'animal est nourri. Une fabrication locale? Une fabrication locale, ça peut l'être aussi, mais il y a aussi des sous-produits importés, comme le sont et certains concentrés. Mais aussi, il y a le semi-mobile, où l'animal revient le soir attaché et nourri, et le jour, il cherche quelque part, il revient. Et le système mobile dont les Aladji ont fait cas tout de suite. C'est rentable pour l'économie du bétail? Oui, c'est rentable. C'est un choix. C'est un choix. Chacun, en fonction de ses intérêts, en fonction du mode de production choisi, adopte ce qui lui paraît être rentable. Merci beaucoup à tous. À présent, cap sur le Burkina Faso où la mobilité est vue comme une solution au changement climatique sur le pastoralisme, mais elle rencontre des difficultés. C'est un reportage de Fechal Ouedrago au studio Yafa. Oumarou Bandé, éleveur dans la région de l'Est, a hérité de la transhumance de son grand-père depuis le bas âge. Habitué à conduire son troupeau vers d'autres pays à la recherche de pâturage, l'homme, propriétaire de 200 têtes de bœufs, évoque plusieurs raisons qui ralentissent les activités. Aujourd'hui, parler de la transhumance est vraiment difficile. De nos jours, au moment où il devrait pleuvoir, il n'y aura pas de pluie. Avant, il n'y avait aucun problème. Il y avait des pluies jusqu'à ce qu'on trouve là où les animaux peuvent bien manger et les saisons ne tardaient pas. Aussi, les frontières sont fermées. Partout, c'est devenu des champs. Il n'y a plus de pistes encore. Seulement, ce qui vaut mieux est que dans les autres pays, il y a de l'eau pour que les animaux s'abreuvent. Contrairement au Burkina Faso, il faut que les autorités facilitent notre transhumance vers d'autres pays parce qu'au Burkina, ici, il n'y a plus rien. Mamadou Diko garde une dizaine de bœufs et de chèvres devant sa cour. Il a l'habitude de conduire son troupeau de 800 têtes au Togo à la recherche de pâturage. Au regard des difficultés, il faut trouver des alternatives. Ici, il n'y a pas de l'herbe, il n'y a pas de l'eau. Mais au Togo, il y a de l'herbe, il y a de l'eau. La période de maintenant et puis la période d'avant, c'est pas la même chose. Parce que aujourd'hui, il ne pleut pas et il ne pleut pas encore comme nous le souhaitons. La saison sèche peut durer plusieurs mois. Et la saison pluvieuse ne dépasse pas un mois. Si c'est trop, c'est 2 mois. Toutes les difficultés sont réunies actuellement. Il n'y a plus encore de l'espace pour les animaux. À certaines périodes difficiles, on est obligé de vendre certains animaux pour pouvoir entretenir les autres. Les animaux finissent parfois par mourir par manque d'eau et de nourriture, regrette le président des éleveurs du Burkina Faso, Rouga Anfoulfoulde. Les éleveurs changent de plus en plus de zones de pâturage au regard des contraintes, même dans certains pays côtiers. Aujourd'hui, les transhumants rencontrent beaucoup de difficultés. Le troupeau ne part plus au Togo. Il n'y a plus de transhumance et c'est pareil pour le Togo. Là où ça va un peu, c'est en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali et au Niger. Et même là-bas, il y a des difficultés aussi. Parce que pour le moment, il manque de l'eau pour abreuver le bétail. Et conséquence, d'ici la tombée de la pluie, il y a beaucoup d'animaux qui meurent. Pour la nourriture également, c'est pareil. Il y a des moments où tout finit parce qu'il ne pleut plus assez et l'herbe qu'il y avait est finie. Parce que morninga sa ni usuyasela morninga da bebe na mika tisame. L'une des alternatives pour faire face au changement climatique est la mobilité. Une technique qu'encourage le réseau de communication sur le pastoralisme, RECOPA, une organisation pastorale qui travaille à la sécurisation, la facilitation et l'accès aux ressources naturelles par les transhumants. Boubacar Maïga, directeur du RECOPA. La mobilité en elle-même est une forme d'adaptation au changement climatique et que ça permet à l'éleveur de partir des zones arides, des zones où ils n'ont pas suffisamment de pâturage
pour nourrir leurs animaux vers des zones plus abondantes en pâturage. Nous travaillons à faciliter cette mobilité à travers l'identification donc des zones stratégiques, les couloirs de passage, donc tous les couloirs de transhumance, les pistes d'accès. Nous avons aussi implanté des banques d'aliments bétail le long donc de ces couloirs-là pour permettre aux éleveurs, notamment aux transhumants, de trouver de l'aliment bétail pour compléter un peu l'insuffisance donc de ressources naturelles de pâturage. Face aux menaces qui pèsent sur la transhumance, les acteurs de ce secteur lancent un appel à l'État burkinabé. Ils souhaitent bénéficier de certaines facilités, surtout dans un contexte d'insécurité dans plusieurs parties du pays. Selon le plan d'action régional pastoral 2019-2023, l'élevage occupe 80% de la population totale du Burkina Faso et contribue à hauteur de 18% au produit intérieur brut. Retour à présent dans ce studio, Dr Dotia Omar, vous venez là de suivre ce reportage de Fechal Ouedraogo du studio Yafa du Burkina Faso. Vous qui observez le pastoralisme au Sahel, quels sont les effets du changement climatique que vous constatez sur le pastoralisme? Merci. Donc pour ce qui est des changements effectués, je veux me prononcer surtout ce qui concerne la santé animale. Parce qu'avec le changement climatique... donc ça a un effet, le changement climatique a un effet sur la santé animale? Oui, sur la santé animale, parce qu'il y a la résurgence de certaines maladies qui avaient disparu. Donc ce qui fait que, par exemple, dans un passé récent, on a eu des cas, par exemple, de la fièvre de la vallée du Rift. Il y a d'autres parasitoses qui se développent. Donc ce qui fait que vraiment, avec le changement climatique, ça impacte beaucoup sur la santé animale. Est-ce que les inondations ont un effet sur le pastoralisme? Oui, parce que quand on dit pastoralisme, on a dit pâturage naturel. Donc quand il y a des inondations, ça détruit tout ce qui est pâturage. Et même les bétails, ça a un impact ça a sur beaucoup la d'impact, santé? Oui. Merci beaucoup, Dr Dotia Omar. El Hadj Baka. On le sait, les trois pays font face à un fort défi sécuritaire. Quel est aujourd'hui l'impact de l'insécurité qui touche les trois pays sur le pastoralisme? L'impact de l'insécurité, elle est grandiose sur les trois pays. D'abord sur le plan social. L'insécurité a amené la stigmatisation. C'est un facteur extrêmement défavorable pour la cohésion sociale, pour la complémentarité des différents modes de production que nous connaissions jadis. L'insécurité a amené aussi la paupérisation. Avec l'insécurité, il y a le vol de bétail, il y a la décapitalisation des ménages pastoraux. L'insécurité a amené le désintérêt du pastoralisme à la jeunesse pastorale. Aujourd'hui, un jeune pasteur ne s'intéresse plus au pastoralisme. Il pense que le pastoralisme ne peut pas faire son compte. Il s'adonne à d'autres métiers. D'autres métiers comme quoi, par exemple? Bon, dans le cas d'espèces des métiers de gardien, des métiers, et des métiers qu'on ne contrôle même plus aujourd'hui. Donc, tout ça, c'est le phénomène de l'insécurité. L'insécurité a amené le fait que les éleveurs ne peuvent plus aller dans des zones stratégiques de pâturage qui étaient pourvues, dont on connaît aujourd'hui ces zones-là ont assez de pâturage. Les animaux peuvent mourir de faim dans les zones où il n'y a pas de pâturage. Ces zones sont inaccessibles. Et tout ça, c'est le fait de l'insécurité. L'insécurité a amené une crise de confiance notable entre les éleveurs eux-mêmes, entre les éleveurs et ceux qui ne sont pas éleveurs, entre les pays. Voilà. El Hadj Hassan Baka, quel est l'avenir du pastoralisme dans les pays du Sahel, par exemple, notamment au Mali, au Niger et au Burkina Faso? Bon, malgré ce tableau apocalyptique que je viens de dresser sur le pastoralisme dans les trois pays du Sahel lié à l'insécurité, nous demeurons optimistes. Optimistes que la crise sera passagère, optimistes que la capacité de résilience de nos pays, de nos éleveurs va être intacte, optimistes en ce sens que les pouvoirs publics et les leaders pastoraux vont réfléchir sur des alternatives crédibles pour venir à bout de cette insécurité, que ce soit par la négociation ou par toute autre forme. El Hadj Hassan Baka, quelle est la place de la femme dans le pastoralisme? Mais la femme occupe une position centrale dans le pastoralisme.
À travers la production et la commercialisation du lait? À travers la production et la commercialisation, mais à travers l'entretien. À travers, par exemple, dans le milieu pastoral, c'est la femme qui traite les animaux dans certains milieux. C'est la femme qui garde les veaux. C'est la femme qui puise l'eau. La femme joue un rôle moteur. Elle est un élément important dans le dispositif du fonctionnement du système pastoral. Sans la femme, il n'y a pas de pastoralisme. Merci beaucoup, Alhaji Hassan Abaka. Professeur Bodé Sambo, aujourd'hui, l'AES, c'est plusieurs chantiers. Qu'est-ce qui est prévu pour le pastoralisme? Je pense qu'un des programmes, peut-être un des projets prioritaires des pays de l'AES, c'est de promouvoir l'élevage. Et l'élevage pastoral, parce que le Sahel, c'est un système aussi écologique où la pluviométrie est erratique. La pluviométrie est rare. Il pleut 3 à 4 mois dans l'année et le restant de l'année, il ne pleut pas. Alors, il faut trouver des alternatives. Et les alternatives, c'est de pouvoir produire sans la pluie. Et notamment, produire de l'alimentation sans la pluie. Hors saison? Hors saison. Et c'est possible. Et mais cela nécessite des gros moyens. Oui, les moyens, mais c'est une question de priorité. Je disais, c'est une question de priorité. Il y a des priorités. Aujourd'hui, la valeur compétitive par rapport aux pays côtiers, pour les pays du Sahel, c'est l'élevage. Et quand on va produire ou bien on va sécuriser notre élevage, on va produire les animaux, on a un marché. Le marché, rien que Lagos, qui fait plus de 20 millions d'habitants, nous suffit pour écouler les animaux et avoir aussi comment on appelle ça, des ressources et pour pouvoir investir dans d'autres priorités. Donc c'est possible de produire du fourrage hors saison. Et c'est possible, il y a des exemples palpants. D'ailleurs, quand vous prenez le Mali, le premier code non écrit qu'on appelle la Dina de Chekou Amadou, c'est fait au Massina. Les Blancs ont trouvé ça, les colonisateurs, avec, comment on appelle ça, un système qui permet de rentrer dans les bourgoutières et de sortir avec des règles. C'est quoi bourgoutière? Les bourgoutières, c'est du fourrage. C'est du fourrage fait. Le bourgou, c'est Echinocloa stagina, qui est une espèce endémique du fleuve Niger et qui pousse naturellement et qu'on peut aussi cultiver comme le riz. Et quand vous partez à Kirkisoy, ici à Niamey, au bord du fleuve Niger, à la rive droite, vous avez des étables et qui sont aussi entretenus et qui ont en face des bourgoutières comme le riz. Et des études ont montré que la culture du bourgou est plus rentable que la culture du riz. Donc c'est possible. Et vous prenez aussi sur la route des Filengués. Je ne sais pas, j'ai l'habitude d'amener mes étudiants là-bas, vers Wankama. Vous avez aussi, mais ça nécessite beaucoup de moyens, une ferme qu'on appelle la ferme Amana, qui cultive du maïs et qui le transforme en fourrage et qui alimente le bétail. Vous avez aussi la luzerne qui est cultivée, qui est une légumineuse, d'ailleurs qui est importée de l'Afrique du Sud, qu'on peut très bien cultiver dans nos zones comme dans l'Iraser. C'est possible. Moi, j'ai dit, des fois, toute cette eau-là qui traverse Niamey, le Niger qui va au Nigeria, le fleuve Niger, pourquoi ne pas faire un pipeline? Comme c'est possible, on a fait ça à 2000 km et l'amener vers l'Iraser et puis produire du fourrage. C'est possible. Et le Sahel, c'est la production animale. Et la pluie, c'est la production animale, mais c'est aussi, comment on appelle ça, les cultures irriguées. Et je pense qu'ils peuvent aussi sauver
cet espace. Merci beaucoup, professeur Sombo, Bodé Sombo. Docteur Dotia Omar, quelle est la place des Garceaux et des Rouga dans le secteur de l'élevage et du pastoralisme au Sahel? Merci. Lorsque le professeur avait, dans son intervention, a parlé de Garceaux et de Rouga, avant tout, les Garceaux et Rouga, c'est culturel. C'est quoi Garceaux et c'est quoi Rouga? Garceaux, Rouga, c'est des représentants des éleveurs au niveau des différentes communautés. Donc c'est en fonction, on devient Garceau et après on devient Rouga. Ils ont un poids dans la communauté? Oui, ils ont un poids social parce qu'ils représentent les éleveurs à tous les niveaux. Ils sont là à régler les conflits. Et tout ce qui est, en tout cas ce qui concerne l'élevage, ils sont là à défendre les intérêts des éleveurs. Alors, comment ça se fait concrètement? Est-ce qu'à travers des négociations, des conciliations, les conflits, les règlements de conflits, surtout entre les éleveurs, à travers notamment le vol de bétail? Oui, ils font des conciliations. Parce que le Rouga en tant que tel, je dis, c'est un moteur entre les différentes communautés. Même pas au sein de la communauté des pasteurs. Il intervient aussi au niveau des autres communautés, agro-pasteurs et autres, dans le règlement des conflits, dans le cadre en tout cas de sensibilisation de la gestion non violente et à beaucoup d'aspects. Est-ce qu'on retrouve ces Garceaux et Rouga là au Burkina Faso et au Mali notamment? Oui, on les retrouve. Merci beaucoup Dotia Omar. Aladji Jafarou, comment régler les conflits entre éleveurs et les conflits entre éleveurs et agriculteurs, surtout en cette période cruciale? Aujourd'hui, les corridors de transhumance sont, en tout cas par endroits, coupés. Il y a des endroits inaccessibles. Et là où on a une sécurité relative, c'est là où il y a une forte concentration. Et il n'est pas rare, en tout cas, de voir ou de constater sur un parcours un champ qui vient tout de suite couper un couloir de passage. Ou bien une mare qui n'a pas une aire d'emprise. Les animaux, quand ils viennent s'abreuver, il n'y a pas là où, quand tu sors de l'eau, c'est dans le champ. Et tous ces facteurs peuvent être, en tout cas, à mon avis, pris en charge par les autorités compétentes en appliquant simplement les textes. Alors, que disent les textes en matière de règlement de conflit? Non, il y a plusieurs, comment dirais-je, il y a plusieurs étapes et c'est confié à plusieurs personnes. Il y a ce qu'on appelle la police rurale aujourd'hui. Il y a des gens qui sont investis aujourd'hui du pouvoir de police rurale. Quand ils voient ce genre de problème, ils peuvent s'auto-saisir de la question et arrêter. Ils ont un pouvoir? Ils ont un pouvoir. Quand vous prenez les chefs, les préfets, les maires, et dans une certaine mesure, même les chefs des services techniques, notamment de l'environnement. Quand un préfet voit un couloir de passage obstrué ou une aire de grignotée ou une aire de pâturage emblavée, il peut s'auto-saisir. Ça, c'est la loi leur donne. Donc, il suffit tout simplement que chacun joue son rôle et que les éleveurs aussi respectent le mouvement et la période de mouvement et aussi les consignes de leurs leaders, notamment les Rougues et les Garceaux. Merci beaucoup, Aladji Jafarou. Professeur Bodé Sombo, quelle est la place du cousinage à plaisanterie dans le règlement pacifique des conflits entre éleveurs et entre agriculteurs et éleveurs au Niger, au Mali et au Burkina Faso, par exemple? Merci beaucoup. Je pense que j'ai l'habitude de dire le cousinage à plaisanterie, c'est une instance de règlement de conflits qui dépasse l'ONU. C'est pas trop fort là? Oui, c'est très fort, mais qui dépasse le Conseil de sécurité de l'ONU. Parce que le cousinage à plaisanterie règle les conflits au niveau local. Et tout ce qu'on fait, c'est au niveau local qu'il faut régler les choses. Alors, dans mes recherches... Au niveau local, qu'est-ce que vous appelez au niveau local, c'est au niveau du campement, c'est au niveau du village, c'est au niveau de la commune, c'est au niveau de la ressource même. Là où il y a eu le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, si c'est un bobo et un peul, je pense que dès que ça arrive, le cousinage à plaisanterie, même si le bobo il est fâché, alors dès qu'il voit que c'est un peul, il règle le conflit.
Et j'ai vu dans la littérature que le cousinage à plaisanterie datait de Sundiata Keita. Au Mali. Au Mali. Donc c'est la littérature qui dit ça. Et ça a fait son chemin. Depuis dans les années 1200. 1300, je pense, et quelques. Et ça a traversé l'histoire. Et aujourd'hui, c'est ça qui règle les conflits, plus que les textes qu'on a écrits, ou formels, ou les lois. Vous partez au village, au niveau local, c'est le cousinage à plaisanterie. Quand c'est un Peul et un Maori, quel que soit le problème, même s'il y a mort d'homme, on apaise la situation et on continue. Alhaj Hassan Baka, quels sont vos conseils, vos propositions de solutions pour une meilleure, pour la libre circulation des pasteurs et leurs cheptels? Mes recommandations pour une meilleure circulation des cheptels dans la sous-région, c'est d'abord les investissements dans le domaine pastoral. Il faudrait, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y ait assez de couloirs de transhumance, que ce soit transfrontalier ou interne, qu'il y ait beaucoup de parcs de vaccination, qu'il y ait un dispositif de sécurisation du foncier pastoral très clair et très respecté et garanti par les pouvoirs publics. Il n'y a pas tout cela ici au Niger, au les Mali, textes le consacrent, Faso. les textes le consacrent, les dispositifs existent, mais les dispositifs aussi sont affectés par ce que vous savez, il y a la léthargie, il y a beaucoup d'autres facteurs qui font que les textes ne sont pas respectés aujourd'hui. Si les textes étaient respectés, il n'y aurait pas eu d'accaparement de terre. Et pourtant, l'accaparement de terre continue. Donc, deuxième conseil. Troisième conseil, il faudrait que les éleveurs soient soutenus. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation. Les éleveurs n'ont aucune connaissance des risques climatiques. Les informations sur les risques climatiques doivent être portées aux éleveurs en termes d'outils d'aide à la décision. Si les éleveurs savent 6 mois ou 3 mois avant que la campagne hivernale va être mauvaise, ils peuvent faire le déstockage stratégique et ne pas faire le bradage de leurs animaux. C'est un élément extrêmement important. Aujourd'hui, on peut utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour que les éleveurs sachent que tel couloir de passage là est obstrué ou bien telle aire de pâturage est grignotée ou bien telle aire de pâturage, il n'y a pas de pâturage avant de s'engager dans des dizaines ou des centaines de kilomètres. Alhaji Jafarou Amadou, comment faire pour que les préoccupations des femmes soient prises en compte dans le développement du pastoralisme au Sahel? Merci Mokhtar. Je crois que c'est toujours dans le même sens que Alhaji. Il faut quand même penser des programmes soutenus, intégrateurs et qui engagent les femmes qui sont aujourd'hui un pilier important dans le système de production animale tout court. Vous pensez à quoi comme alternative? Alternative, c'est vraiment l'investissement. L'investissement dans à travers des AGR, l'investissement, des activités génératives de revenus. AGR peut être dans le programme de développement, mais aussi la sécurisation tout court de l'activité, ou par exemple de l'activité de l'éleveur. On a parlé de stigmatisation aujourd'hui. Là où les zones de forte production, ce sont les zones qui hébergent aussi les bandits, les terroristes. Il faut quand même qu'il y ait une déconstruction de cette idée facile de dire que tout celui qui vit dans cette zone est supposé être terroriste ou bandit. Et les femmes ne sont pas épargnées parce que c'est leur mari et c'est leur frère et souvent ils sont même partie intégrante du mouvement. Donc il faut quand même, en tout cas à mon avis, penser à des programmes vraiment soutenus et qui s'adressent spécifiquement à ce mode de production-là. Doutia Omar, que faire pour une meilleure prise en compte de la santé animale dans l'espace Alliance des États du Sahel? Merci beaucoup. Donc, à part en tout cas les investissements, les projets intégrants, je crois qu'il faut une harmonisation des textes. Parce que nous avons des accords bilatéraux, je prends un exemple.
On a un accord entre le Mali et le Burkina. Il y a le Niger et le Burkina. Mais nous n'avons pas un accord entre, par exemple, le Niger et le Mali, par exemple, d'un accord bilatéral dans le cadre de la transhumance transfrontalière. À part ces accords bilatéraux, c'est de faire peut-être un accord, en tout cas, au niveau des 3 pays de l'AES qui puissent vraiment déterminer et faire, comme on dit, la mobilité sans frontières. Professeur Sombo, quels sont vos conseils, recommandations pour une meilleure circulation des pasteurs et leurs cheptels au sein des pays membres de l'Alliance des États du Sahel? Merci. Je pense qu'il y a un certain nombre de choses. Les États du Sahel, je pense, doivent s'asseoir et puis relever les enjeux et les défis qui sont relatifs au pastoralisme dans les 3 pays. Qu'est-ce qui nous réunit et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Je pense que c'est une des premières choses. Déjà, je disais qu'il y a le Liptako Gourma qui existe et c'est de faire une rétrospective pour voir qu'est-ce qui nous lie. Mais aussi, c'est de se positionner et par rapport aux États côtiers. Vous savez, je disais qu'on a vraiment une valeur compétitive et par rapport aux autres pays. Et nous produisons des animaux, mais des fois, ces animaux partent sur pied et on perd tout. Et des fois, quand ils partent sur pied, ils ont perdu leur valeur ajoutée. Professeur, vous voulez dire que le pastoralisme, l'élevage n'est pas rentable ici au Sahel? Non, c'est rentable. C'est rentable pour nous, c'est rentable, mais aussi c'est plus cher. Quand vous prenez votre animal, il est plus cher au Nigeria que là où il est produit. Et du coup, le producteur perd plus qu'au terminal. Donc c'est ça qu'il faut revoir. Peut-être pourquoi ne pas vendre de la viande et que les gens viennent ici acheter. Et là, on a tous les autres produits connexes, notamment les cornes avec lesquelles on fait des boutons, le sang avec lequel on fait l'alimentation pour la volaille, les peaux avec lesquelles on fait pour les maroquineries et autres. Tout cela rentre dans l'économie de l'élevage. Exactement. Et donc vous allez voir dans les statistiques que le Nigeria exporte ou bien produit plus de bovins que le Niger. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Les statistiques, c'est que ce sont nos animaux qui partent là-bas et qui sont comptabilisés comme les animaux du Nigeria, alors que ce sont nos animaux. Donc, il faut qu'on se positionne par rapport à cela. Mais par rapport aussi aux ressources naturelles, vous allez voir les anciens accords qu'on est en train de soutenir. Moi, j'ai mis un étudiant là-dessus. Que le certificat international de transhumance, c'est quand nous on part, par exemple le Mali part en Côte d'Ivoire, on dit les Maliens sont venus, les Burkinabés ainsi de suite, on part au Togo. J'ai vu des éleveurs qui ont 800 têtes qui veulent aller au Togo, mais avant de partir, pour chaque animal, il faut payer 5 000 francs de traversée. Mais c'est beaucoup. Mais pourquoi ne pas se positionner? Pourquoi ne pas faire augmenter les productivités de nos écosystèmes et rester dans nos pays? Le Sahel, les crises sont récurrentes. Il y a inondation cette année, l'année prochaine peut-être il y aura criquet ou il n'y aura pas de pluie. Donc pour chaque pays, il faut préparer un plan de réponse aux crises qui est posé, qu'on peut activer et en cas de crise, on l'active. Ce n'est pas quand la crise arrive qu'on dit attention, nous on va mourir, il faut nous aider. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de résilience, c'est à nous maintenant de prendre notre destin en main. Merci beaucoup, professeur Bodé Sombo. Nous sommes au terme de cette émission. Ce qu'il faut retenir, c'est que les défis liés au pastoralisme et l'élevage sont énormes. C'est pourquoi les responsables, les dirigeants au plus haut sommet des États de l'Alliance du Sahel sont appelés à faire de ce secteur leur priorité. Merci à nos invités, El Hadj Hassan Baka, administrateur de la base de l'association
pour la redynamisation de l'élevage au Niger, à Maradi et à Zander. Merci beaucoup au professeur Bodé Sambo, enseignant-chercheur à l'université de Niamey, Dr Dotia Omar, expert en santé animale, et El Haj Jafarou Amadou, lead de la chaîne de valeur Petit Rumina, à l'association pour la redynamisation de l'élevage. C'est tout pour cette émission qui a porté sur le pastoralisme dans l'espace AES. Quelle politique pour une libre circulation des animaux? C'est une coproduction des 3 médias de la Fondation Hirondelle, Studio Kalangou du Niger, Studio Tabani du Mali et Studio Yafa du Burkina Faso. Merci à l'équipe technique qui m'a aidé dans la conception et la réalisation. Je suis Mokhtar Hamadou à la modération de cette émission. À la prochaine. Au revoir. Il y a débat.